Salut à tous, on est en direct sur le compte TikTok de La Provence. On va évoquer la situation à l'Olympique de Marseille, la crise qui secoue le club olympien. Nouvelle crise, nouvelle saison, nouvelle crise. On a envie de dire ça arrive chaque saison, mais celle-là, Alex, elle est forte. Et... Celle-là, elle est forte et elle est. Alors quelque part, on peut dire qu'elle elle était prévisible si on se remet. Si on se repositionne l'été dernier et au point de départ de toute cette histoire qui quand même nous semble être l'affaire Rabiot, avec une gestion apocalyptique de cette histoire-là, avec des versions qui contradictoires, avec une vérité qui n'était pas celle racontée par la direction de l'OM et par la direction de la communication de l'OM, et tout simplement ça a déstabilisé le côté sportif. L'OM a dû refaire une équipe parce que quand même mine de rien l'équipe a été refaite ensuite. Il y avait quand même, ça a permis quand même de recruter en défense. Le problème, c'est que le milieu de terrain n'était pas à la hauteur. N'était pas à la hauteur. On n'était pas au niveau de ce qu'il y avait avec Adrien Rabiot à l'époque. Et on s'est retrouvé avec une équipe en reconstruction, avec de bons résultats quand même. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, l'OM est dans les objectifs. Oui. Avec l'OM est toujours en lice en Coupe de France, l'OM est toujours en lice pour se qualifier en Ligue des Champions. Alors évidemment, ils sont 4e. Ça va être quand même du sport pour se qualifier dans les trois, pour être sur le podium, mais ils sont encore en lice. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions, mais malheureusement, si on se replace à l'époque, les objectifs n'étaient pas de se qualifier, c'était d'aller le plus loin possible, de faire le mieux possible. Sauf que le problème, c'est que sportivement, ça affaiblit l'équipe. On a un manque de leader. Qui dit ça dit mauvais résultat. Mauvais résultat dit élimination en Ligue des Champions. Élimination en Ligue des Champions qui aurait dû se gérer proprement sans tomber dans les excès, fait que tout est parti à volo. Et le manque de stabilité a conduit à ce qu'on en arrive aujourd'hui à cette situation qui est quand même catastrophique pour l'image. Je ne dis pas qu'elle est catastrophique sportivement, parce que non, je ne pense pas que la saison soit foutue. Par contre, elle est catastrophique pour l'image de l'OM et de l'OM de Franck McCourt. Alors, si on fait un point factuel sur la situation, l'OM n'a plus d'entraîneur, l'OM n'a plus de directeur du football qui a annoncé son départ hier. Quelle est la situation du président Pablo Longoria? C'est peut-être que les... là, il est 17h, quelle heure 17h05. Oui, ça peut tomber, une info peut tomber en même temps. 17h09, une info peut tomber. Là, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'à 7h, il est toujours le président de l'OM, évidemment. Il est possible, voire probable, qu'il le reste encore quelques temps. Je ne veux pas m'avancer, hein, mais il n'y a personne qui nous dit qu'aujourd'hui il s'en va. Voilà. L'OM ne communique pas pour le moment parce qu'ils n'ont rien à communiquer à part le fait que Benassia est parti. Donc il n'y a pas de coach, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de coach, donc ils n'ont rien à communiquer, ils n'ont rien à dire sur le coach en lui-même parce qu'il n'y a pas de coach à annoncer, ils n'ont rien à dire sur le successeur de Mehdi Benassia parce qu'il n'y a rien à annoncer, et ils n'ont rien à dire sur l'éventualité d'un remplaçant à Pablo Longoria parce qu'il n'y a rien à annoncer. Donc ils ne communiquent pas pour l'instant, mais toujours est-il qu'on se parle à 17h09 et que tout peut évoluer d'ici 18h ou 19h, il n'y a pas de... Il faut vraiment le voir à l'instant T. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a quand même un scénario qui se dessine où il faut terminer la saison proprement, rentrer dans les objectifs. Les objectifs, c'est terminer 3e et aller le plus loin possible en Coupe de France. Ce qu'on sait, c'est que la piste Bey est quasiment abandonnée parce que c'était une piste quasiment abandonnée. C'est Mehdi Benassia qui discutait avec lui. Ouais, attention. Alors pour Bey, c'est un peu compliqué parce que c'est Mehdi Benassia qui discute avec lui, mais si Bey est représenté par l'agence Classico Sport qui a de bons rapports avec Pablo Longoria et Mehdi Benassia, c'est Benassia qui discutait avec lui, mais il se peut toujours qu'à un moment donné. Pablo Longoria décide d'activer et de finaliser de son côté. Après, Habib Beye est dans une situation juridique assez compliquée avec Rennes, donc c'est ce qui accentue encore un peu plus la difficulté pour le voir arriver à l'OM. Les retours chez les supporters ne sont pas non plus exceptionnels. L'histoire qui est sortie, qui nous a été démentie par l'OM, mais... encore une fois, une démentie officielle ne veut pas dire que c'est pas vrai. D'une négociation antérieure au match de Coupe de France contre Rennes, c'est un peu déontologiquement, c'est pas terrible. Donc voilà, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que l'aventure d'Habib Beye commence bien à Marseille si elle venait à commencer un jour.
Donc aujourd'hui, on en est à un seul homme dans la tempête, Pancho Abardonado, qui assume tout, qui va en conférence de presse, d'avant-match, d'après-match. C'est le seul élément du club qui C'est communique le seul qui parle. Plus personne ne parle. À cette heure-ci, attention. Plus personne ne parle, ni le propriétaire, ni le président. Bon, le directeur du football, il a parlé sur ses réseaux sociaux, mais bon, au final, il a fait un communiqué quand même. Pour le coup, il faut lui être... il faut respecter ça en disant qu'il a eu le courage de dire qu'il partait. Voilà, enfin, le courage. Attention, il part en pleine tempête, mais il s'en va, il l'a dit, voilà. C'est un peu le flou total. On reçoit des appels toute la journée de personnes du football qui nous demandent où ça en est. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas à moi qu'il faut appeler, mais je veux dire, voilà. Et je suis incapable à cette heure-ci de dire comment l'OM va se recevoir Lyon le 1er mars. On peut d'ores et déjà dire que sur Brest-OM, ça se dessine sur une continuité avec Pancho, mais, et encore, on n'est que lundi, mais quand même, le scénario de voir Pancho sur le banc contre Brest, il est quand même assez probable. Après, sur OM-Lyon, sur OM-Toulouse en Coupe de France, dans une semaine et demie, on ne sait pas pour l'instant, voilà. Alors je vais saluer ceux qui sont avec nous. Bonjour à Legja, bonjour à Lilou, bonjour à Miraz, bonjour à Bass, bonjour à Maradona. Bon pseudo. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On fera un point. On va dérouler tous les sujets de notre côté. Et après, on fera une petite FAQ en fin de live où on vous répondra si jamais vous posez des questions qu'on n'a pas évoquées. Bonjour à Moazetong, bonjour à Pontoc, Mathias également. Nasser, il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend rien par contre. Quelqu'un qui dit qu'on n'entend rien. A priori, il n'y a qu'une personne qui l'a dit. Est-ce qu'on entend, c'est bon. En général, on reparle du vent, ça ne finira pas troisième. Si vous pouvez nous dire si on entend ou si on n'entend pas. En général, nos amis nous le disent très vite quand on n'entend pas. Alors, son beaucoup trop bas. On entend, c'est bon, merci. Merci Romain, voilà. joli. Au-delà du regard. Et le cas Lab 13K. Exactement, c'est notre régie, nos amis, Okay. nos amis sur TikTok, ils nous aident. Alors, on va revenir sur le départ de Mehdi Benatia. Il l'annonce. On va faire un petit peu la chronologie. Mercredi, donc dans la Provence, on annonce mardi soir. On annonce, nous on a une information. On annonce mardi soir, nous on l'annonce de manière à peu près concomitante, voire avec RMC. Ouais. Nous on annonce que Mehdi Benatia a proposé de partir. Ouais. Lors de la réunion qui s'est tenue la veille au soir, qui a acté le départ de Roberto De Zerbi, a proposé de partir. On nous dit néanmoins que Pablo Longoria et Franck Bacourt lui ont demandé de rester. Ouais. Bon, on sort l'information, pas de souci. Bon, il s'avère que ça nous a donné raison par la suite. Il est finalement resté quelques jours. Aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir si, et je pense qu'on ne le saura jamais, parce que chacun a sa vérité, on n'arrive pas à savoir si Mehdi Benatia est parti, a acté son départ officiellement ce soir-là en disant « je reste encore une semaine » comme il le dit, oui. Ou est-ce que finalement il avait décidé de rester et que vu la tournure des événements, vu comment ça se passe avec les supporters, vu comment aujourd'hui il considère qu'il n'est plus en phase avec le projet présenté qu'on lui avait présenté, il a finalement décidé de s'en aller plus tôt que prévu et de partir dès dimanche matin. Donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ça quand il raconte que à la décision lors de la fameuse réunion qui a acté le départ de Roberto De Zerbi qui s'est tenue tard lundi soir, il a dit qu'il partirait. Ça c'est sûr, ce qui est vrai, c'était dans la Provence, c'est ce qu'on a annoncé mardi soir sur la Provence.com. Ce qu'on ne sait pas si on lui a accepté sa démission, s'il lui avait acté, parce que qui a négocié avec Bay en fait cette semaine, s'il avait acté son départ. C'est là où il y a toute une histoire qu'on ne saura sans doute jamais sur le début des contacts avec Bay. Qui peuvent effectivement remonter à loin. Quoi. La question sur les contacts avec Bay, c'est que dirait-on aujourd'hui? L'OM dément, donc c'est pas un sujet, mais bon, que dirait-on aujourd'hui si on apprenait que Roberto De Zerbi avait discuté 3 jours avant OM Liverpool avec Liverpool à l'époque où Arne Slot était sur la sellette? Qu'est-ce que diraient les supporters marseillais? Qu'est-ce qu'on dirait oui. Voilà. Alors, il faut juste se poser la question. Ouais. Déontologiquement, c'est pas terrible. Ouais. Sauf qu'on sait quand même que
Ça fait partie des méthodes de l'OM, d'aller se mettre d'accord avec des joueurs avant de se mettre d'accord avec des clubs, et ça peut être aussi le cas. De beaucoup de clubs aussi. De beaucoup de clubs, non, mais c'est le football actuel, c'est pour ça, il ne faut pas non plus blâmer. Le problème, c'est on est dans le foot business absolu, on est dans un monde où la déontologie est à peu près équivalente à zéro, et donc voilà. Après, Habib Beye n'est pas obligé non plus de discuter avec l'OM si ça se passe à l'OM. Voilà. Donc après, encore une fois, voilà, il faut savoir raison garder. On peut faire le bilan de Mehdi Benassia, qui quand même, sportivement, reste positif. Il ne faut pas oublier. Non, mais voilà, mais il faut pas 2 ans après, il faut pas mélanger la personnalité du personnage, le fait qu'il ait fait un ménage quand même assez sévère au sein de l'OM, et ce qu'il pouvait apporter, son réseau, les joueurs qu'il a amenés, le travail colossal, il faut quand même le préciser, le travail colossal qu'il a batté, parce que c'est un grand travailleur qui s'est donné à fond pour l'OM pendant 2 ans, qui a ramené des joueurs comme Adrien Rabiot, qui a ramené Roberto De Zerbi, qui a ramené Pavard, qui a ramené Aguerd, qui a ramené qui quand même s'est démené pour l'OM. En prenant un peu de recul, en analysant ces 2 années-là, il faut aussi se dire que c'est sa personnalité qui fait que ça se termine mal. En fait, sa façon de se trouver des ennemis, sa façon d'être un peu, en fait, ça se résume en seul contre le reste du monde, quoi. En fait, avec Mehdi Benassia, c'est soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Voilà, c'est très simple. Et alors qu'en fait, le monde, tout n'est pas noir ou blanc. Le monde, et on a compris. Et le problème chez Mehdi Benassia, c'est que c'est soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Et ça c'était partout, dans tous les secteurs. Chez les agents, chez les journalistes, chez les joueurs. Donc au début, ça a marché parce qu'il a amené une impulsion. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé juste après la crise de l'automne 2023, qui avait quand même fait des ravages avec le départ de beaucoup de personnes. 3 dirigeants. Javier Ribalta. Stéphane Tessier avait pris le pouvoir administrativement, puis finalement il est parti quelques mois plus tard. Il a quand même fait beaucoup de boulot, et il a quand même fait du bien. Il a relancé sportivement quelque chose qui était sur le déclin. En revanche, dans ses méthodes, à l'intérieur du club, dans ses choix, dans sa façon d'appréhender les choses, de pas assez. Disons que quand on est dirigeant de l'OM et qu'on est à ces postes-là, il faut quand même prendre de la hauteur. Après, il ne faut pas trop en prendre, parce que c'est sûr que chacun héros, il en prenait un peu trop. Mais il ne faut pas trop en prendre. Mais lui, il a peut-être pas pris assez de hauteur, il était peut-être trop cash. Il a fait trop de ménage, cette histoire de chasser des tops, cette histoire de éradiquer la maladie. Alors, éradiquer la maladie, c'est Pablo Longoria qui l'a sorti. Mais je veux bien, mais enfin, toutes ces histoires-là, je veux dire, ils font un Ritiro l'année dernière à Rome, mais ils s'aperçoivent que les informations, elles sortent quand même. Enfin, je veux dire, c'est le lot d'un club de football. Je sais pas, ils sont entrés dans un mode, on se met dans notre bulle et nous, on est contre le reste du monde. C'était de la paranoïa. Et ça lui a joué ça lui a fait beaucoup de tort. Et je pense que peut-être que, enfin, je pense que Mehdi Benassia, il a quand même une belle carrière à faire en tant que dirigeant de football, dans d'autres clubs, sans doute. Et peut-être il servira de cette expérience-là à l'OM pour prendre un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, et être moins impulsif, moins autoritaire avec les gens, dans ses relations extérieures, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes en interne à l'OM pendant ces 2 années. Et peut-être qu'il faudra, j'ai aucune conseil à lui donner, je suis personne moi pour lui donner, mais peut-être qu'il faudra qu'il fasse le bilan de cette expérience, disant voilà, j'ai réussi sur ça, j'ai ramené de la passion, il a ramené de la passion, il a ramené des joueurs, il a ramené du football, il a incarné Marseille aussi, on lui demandait d'incarner Marseille, il a incarné Marseille, mais il était trop excité, nerveux, il a amené aussi à fleur de peau, et ce qui fait qu'au moment où il faut, pour qu'il y ait de la stabilité, il faut aussi se poser calmement, et ce qu'il n'a pas fait, notamment dans l'affaire Rabiot, ce qu'il n'a pas fait par la suite. Et nous, on a été les premiers à écrire il y a plus d'un mois de ça qu'il y avait de la friture sur la ligne entre Pablo Longoria et Mehdi Benassia. L'état des relations avec Longoria, ils se sont longtemps l'état des relations, publiquement, non mais l'état des relations, il est très simple. Proximité. Mais ça, c'est une unité de façade. Après, c'est une unité de communication. Et depuis quand surtout ? Il se trouve que depuis l'automne. Depuis l'automne. Il se trouve que nous, c'est moi qui ai écrit le papier. Donc j'ai écrit le papier, je me suis pris la foudre sur les réseaux sociaux. C'était la Provence, vous sortez des informations pour déstabiliser le club, c'est pas vrai, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ok, bon, je lis, c'est pas, voilà, moi mes informations, on les maintient, aucun souci. Il se trouve qu'un mois et demi plus tard,
On lit maintenant que dans d'autres médias que l'entente n'était plus au mot fixe. Ok, bon, voilà, je ne dis pas... Parce que peut-être qu'on avait raison, on avait raison. Et non, mais il faut aussi appeler un chat un chat, il faut le rappeler. Et en fait, l'état des relations entre Pablo Longoria et Mehdi Benatia n'était plus très bonne, avec deux camps qui s'affrontaient pas, n'exagérons pas, mais c'était devenu assez froid. Il y a eu même, on nous a raconté que pendant quelques jours, ils ont évité de se croiser, ils ne sont pas trop discutés ensemble. Ça, c'était avant les fêtes de fin d'année. On pensait que ça allait pouvoir s'apaiser un peu avec l'hiver, mais bon, malheureusement, on a la tête du gardien ukrainien de Benfica qui passe par là, l'OM était éliminé de Ligue des Champions, les rancœurs ressortent, et on en arrive à ce niveau-là, quoi. On en arrive à aujourd'hui, et il est parti. Et qu'est-ce qui a posé problème entre... Ce qui a posé problème, c'est la place prise par Mehdi Benatia ? Non, ce qui a posé problème, c'est la place prise par Alessandro Antonello pour Mehdi Benatia. C'est-à-dire qu'en fait, Alessandro Antonello est le nouveau directeur général qui est là depuis l'été dernier, qui est chargé du business et du développement du club. Et Mehdi, enfin, selon nos informations, Mehdi Benatia, lui, a considéré qu'on passait trop de temps à l'OM à penser justement aux structures du club, à vouloir dépenser de l'argent pour ça et à ne plus en mettre pour le sportif. Voilà, c'est ce qui a fait que les relations se sont distendues. Longoria, bien plus présent désormais les dernières semaines, auprès d'Antonello que de Benatia, qui s'est retrouvé, qui a eu le sentiment, mais qui a eu le sentiment réel quand même, parce qu'il s'est retrouvé un peu seul au front par moment. Et c'est ça qui a cloché entre les deux, c'est que Mehdi Benatia a eu l'impression de tout faire au sein du club ces derniers mois, ce qui n'est pas faux sportivement, mais en même temps, quand on est directeur du football, c'est un peu son poste, quoi. Donc c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, et ça aurait pas dû clocher comme ça, mais malheureusement à l'OM, tout n'est pas simple, et c'est une théorie du chaos permanent, quoi. Et Roberto De Zerbi, dans tout ça, qu'est-ce qui a amené son départ, les résultats sportifs, la pression, les relations C'est incompréhensible. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y avait quand même eu des tensions, il faut le rappeler, il y avait quand même eu des tensions l'année dernière, la saison dernière, au printemps, au moment où il y a eu la défaite à Monaco, le match à Lille, là il y a quand même un passage compliqué. Il se trouve que les trois envois aux États-Unis en fin de saison discutent avec les Américains et il est acté le fait qu'ils doivent décréter l'union sacrée pour le bien du club, avec un objectif qui est de requalifier l'OM en Ligue des Champions, de bien figurer. Tout est écrit à ce moment-là. Ça a commencé à se tendre parce que les résultats n'ont pas été à la hauteur, et surtout parce que l'OM a été ridicule parfois. Et en fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, voilà, ce que les supporters n'arrivent pas à comprendre, ce que nous, journalistes, n'arrivent pas à comprendre, c'est comment on a pu si mal gérer la victoire contre Lens. C'est-à-dire qu'on a quand même l'OM qui est en difficulté en Ligue des Champions. Il y a un match couperé contre un adversaire direct en Ligue des Champions, et l'OM ce soir-là fait quand même une masterclass. Enfin, je veux dire, il y a quand même des séquences de football qui sont de très très haut niveau, et là on se dit, le 2 Derby Ball, il est là. Le PSG n'est voilà, on se dit, tiens, le 2 Derby Ball, il est là, début des machins. Nwaneri qui fait son premier match qui est bon, on se dit, voilà, il a réussi son coup. Pourquoi il va sur le plateau de Ligue 1+ parler du passeport italien ? Pourquoi il va en conférence de presse parler du passeport italien ? Et qu'est-ce que... il faut aussi que les gens sachent aussi ce qu'est l'univers médiatique autour de l'OM. Après ça, tout le monde parle plus que de ça. Plus que ça. C'est-à-dire sur les plateaux télé, dans les médias, sur Internet, on parle plus que ça. Dans les talks comme ça, on parle plus que ça. Pourquoi ? Il fallait profiter de cette victoire contre Lens pour calmer le jeu et ramener le calme au sein de l'OM. Il a été très très mal conseillé, une très mauvaise communication de l'OM de toute façon depuis l'été dernier, avec des choix et des stratégies de communication assez incompréhensibles. Je vais lire un petit peu les commentaires de nos internautes. Merci de nous suivre. Alors, je vais remonter dès le début pour ne pas rater des questions. Tiens, Mathias, on va parler un peu de sportif, qui nous disait on n'arrive jamais à tenir un match. C'est quoi le problème sur l'équipe Qu'est-ce qui se passe? Il y a problème mental dans cette équipe, agitée justement par ces tensions. Pour moi, il y a quand même aussi un petit problème physique dans cette équipe. Ouais. Il y a sans doute aussi un petit problème dans le secteur médical quand même, parce que bon, alors après,
bien malin, celui qui pourrait citer les noms du staff médical qui change à peu près tous les 6 mois depuis 3 ans. Quand on voit que Leonardo Balerdi, c'est nous qui avons sorti l'information, Leonardo Balerdi a joué avec des vertiges à Paris parce qu'il avait un problème ORL et qu'on lui a demandé quand même de jouer parce que c'était PSGOM. Attention, il a accepté de PSGOM et d'être forfait la semaine suivante parce qu'il devait il devait se faire soigner. On se dit quand même que quand on voit le match de Balerdi, alors ok, il est dans une mauvaise passe, mais être si nul ce soir-là, il y avait quand même peut-être une raison, même si, il ne faut pas non plus surcoter Balerdi, ce qui est le cas quand même depuis quelques années. Il y a un problème physique, il y a un problème de préparation, il y a un problème physique, il y a un problème mental. Mais le mental, on va dire que c'est un cercle vicieux. Il aurait suffi... L'OM se serait qualifié en Ligue des Champions pour les barrages. Aujourd'hui, on serait là en train de parler de barrages. On serait soit à Paris ou à Madrid. Voilà, c'est ça. Non, pas Paris. C'était plus Paris, je crois. C'était Madrid, l'Inter aussi peut-être. Madrid. Enfin voilà, on serait là et on serait avec Roberto De Zerbi et avec Mehdi Benatia. Même si les rapports seraient tendus encore, il serait toujours là. Donc c'est le sportif qui amène aussi cette crise, mais il y a différentes étapes. Il y a le trophée des champions aussi. Il y a le trophée des champions, voilà. Étapes ratées oui, mais le trophée des champions, ils ont fait un bon match. Oui, ils ont peut-être fait l'un des meilleurs matchs de la saison au trophée des champions quand même si à la fin ils perdent. C'est-à-dire que s'ils gagnent le titre, oui, mais ce qui a choqué, c'est l'OM Bruges et ce non-match, cette non-volonté de gagner, cette non-volonté d'attaquer alors que tu perds 3-0, ça c'est choquant. Et de se dire, l'OM est éliminé de la Ligue des Champions parce qu'il y a le but du gardien ukrainien de Benfica, ok. Mais l'OM aurait aussi pu marquer un but à Bruges. Il y a 3-0, il aurait pu avoir 3-1. Ouais. Alors, Romain qui nous disait, vous avez des nouvelles pour l'entraîneur. On en a parlé tout à l'heure, tu nous disais Bay. Là, à 7h, mais je ne veux pas non plus, parce que le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, après, on va garder les Alain, on va dire, regardez, il se trompe. Mais à 7h, il est 17h28. À 7h, pour nous, la piste Habib Beye est très mal embarqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas, mais il y a quand même eu du recul là-dessus. Aujourd'hui, il y a de grandes possibilités et probabilités que ce soit Pancho sur le banc à Brest vendredi. Mais encore une fois, on est lundi soir, ça ne veut pas dire que ce sera ça. Je prends juste mon portable parce que j'ai pas de... Si au cas où l'entraîneur tombe. Non, mais c'est surtout que j'ai pas... Moad Zetonk qui nous dit la Coupe de France dernière cartouche de l'OM. On n'en a pas parlé, effectivement, cette Coupe de France, quart de finale, il n'y a plus le PSG, 3 matchs. Mais avec cette équipe, il faut faire 3 matchs. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait plus le PSG non plus en 2023 quand l'OM était éliminé contre Annecy. Donc... faut prendre, je ne vais pas faire le footballeur, mais il faut prendre match par match et se dire que l'OM peut tout aussi bien mettre 6-0 à Toulouse que se faire sortir. Ouais. Donc il ne faut pas non plus... Donc il y a un beau challenge à relever pour le nouveau coach ou pour Pancho Abardonado. Gagner une Coupe de France, j'avais 8 ans moi la dernière Coupe de France quand Jean-Pierre Papin a mis un triplé et fait la bise à François Mitterrand. Donc, je vais en avoir 45, donc voilà. Je vois. Et toi, je ne sais pas si tu étais né. Ah non, pas du tout. Coupe de la Ligue, personnellement, le dernier dans cette saison magnifique 2012 aussi. Toc Toc, pardon, qui nous dit on finira pas 3e, on est à la rue en termes de jeu. Alors l'OM, lui, il trouve qu'on est à la rue, mais globalement, l'OM on parlait de la Coupe de France, il y aura aussi ce match contre Lyon. Déjà, 5 points si l'OM parvenait à conserver ses scores et à ne pas perdre des points en fin de match, l'OM serait déjà un cran plus haut. Déjà, faut être clair, l'OM serait 3e. Après, il y a quand même un joueur dans cette équipe qui peut faire toute la différence et faire terminer l'OM 3e. Et franchement, ce serait une belle histoire, vu d'où il revient avec son histoire privée, l'OM l'a relancé, et on peut dire quand même qu'il le rend bien l'OM de l'avoir relancé. C'est qu'aujourd'hui, il y a un joueur qui porte cette équipe, c'est Mason Greenwood, qui est quand même un joueur de niveau mondial, qui pourrait jouer facilement titulaire dans tous les clubs du monde. Et si l'OM en est là aujourd'hui sportivement, c'est aussi en grande partie grâce à lui. Après, c'est Roberto De Zerbi qui le gérait très bien, mais on a vu quand même sur le début de match samedi contre Strasbourg qu'il était encore là, qu'il avait encore envie de jouer. Donc, mais quand il a envie, mais enfin, s'il a envie de jouer pendant 20 minutes, l'OM peut marquer 3 buts. Donc, il faut quand même. Je pense qu'on ne se rend pas compte, les supporters ne se rendent pas compte de la chance que l'OM a d'avoir un joueur d'un tel niveau, ce qui ne s'est pas produit depuis des années et ce qui ne se reproduira peut-être pas pendant des années, à moins qu'il y ait une embellie et que l'OM ait d'un coup beaucoup d'argent. Mais pour l'instant, avoir un joueur comme ça, c'est une anomalie
En fait, c'est par rapport à son histoire privée et au fait que l'OM doit le relancer. Mais sportivement, c'est quand même assez énorme ce qu'il prouve sur le terrain depuis 1 an et demi, même s'il rate un match, mais enfin, on n'est pas toujours tous les jours parfaits, quoi. Tu me fais une transition parfaite avec beaucoup d'argent. La éternelle question qui revient, on va y répondre une fois. Nas qui nous a demandé plusieurs fois, est-ce que le club pourrait être en vente? Pas de... Non, on n'a pas d'informations là-dessus. Donc, on y répond une fois, il fallait la poser, mais, oui, mais comme à chaque crise. On nous l'a posé en 2016, il a fini par être vendu, on nous la pose depuis 2021. Chaque fois qu'il y a une crise, on nous ressort la vente OM, on nous ressort l'histoire des Saoudiens, on nous ressort peut-être qu'un jour ça arrivera, forcément, mais il ne faudra pas dire j'avais raison. Ça arrivera peut-être. Après, j'ai quand même... je comprends que les supporters soient impatients, aimeraient avoir des résultats, aimeraient que l'OM joue le plus haut niveau en Ligue des Champions. Après, il faut aussi se rendre compte que l'un des rivaux historiques de l'OM en Ligue 1 et en Division 1 s'appelle les Girondins de Bordeaux. Et les Girondins de Bordeaux, il faut se demander où ils sont. Et que serait l'OM aujourd'hui si Margarita Dreyfus avait décidé de vendre le club à Gérard Lopez en 2016 ? Voilà, il ne faut pas oublier ça. Et quand on voit une banderole McCourt, cassez-vous, on se dit quand même, ok, je comprends que mais il ne faut peut-être pas oublier non plus. Alors attention, il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Il n'a pas pris 700 millions d'euros de sa poche pour les mettre comme ça en disant je les perds. C'est de l'investissement. On n'est pas. Mais l'OM a un actionnaire plutôt solide. Mais l'OM a un actionnaire solide qui permet quand même de passer devant la DNCG tous les 6 mois en étant à peu près serein. Si l'OM ne se qualifie pas en Ligue des Champions directement, eh bien effectivement, l'été prochain sera un peu compliqué, mais il y a quand même un actionnaire solide derrière qui ne va pas laisser le club mourir et le club à l'abandon. Ce qui n'est pas le cas d'autres actionnaires, d'autres fonds de pension, il y a quand même des clubs... si on prend le cas de Strasbourg aujourd'hui, où les supporters sont particulièrement mécontents d'être l'antichambre de Chelsea quand même, parce qu'ils perdent toute leur identité. Et puis on a vu avec Rosenior qui est parti, avec des joueurs qui d'un coup partent. L'OM ne pourra pas jamais être un club comme ça. Et il faut quand même mesurer la chance. Alors, je sais, les supporters vont dire ouais, la chance, on n'a pas gagné le titre. Ok, mais la chance d'avoir un propriétaire solide qui permet quand même au club de vivre et qui permet quand même au club d'avoir des matchs de Ligue 1 aussi. Non, mais des matchs de Ligue 1 au Vélodrome et d'attirer 65 000 personnes toutes les semaines au Vélodrome. Alors, encore une fois, demain l'OM serait en Ligue 2, je pense qu'il y aurait quand même 60 000 personnes au Vélodrome. Mais il faut quand même savoir raison garder et se dire c'est quand même une chance d'avoir une personne qui, depuis 10 ans, assure la pérennité économique du club. Ça, il faut le dire. Après, que les gens aient fait n'importe quoi avec son argent, qui multiplie des salaires de joueurs moyens par 4 pour qu'ils signent à l'OM et qu'ensuite l'OM se les trimballe pendant 4 ans, ça, c'est peut-être pas sa faute non plus. Voilà, c'est que Jacques-Henri Hérault, à l'époque, a fait des choix, de bons choix, puis des choix qui ont été discutables. Pablo Longoria a fait de très bons choix, il ne faut pas non plus cracher. Il a fait de très bons choix, il a fait de très bons coups. Il y en a d'autres qui sont aussi discutables. Mehdi Benatia, pareil. Mais aujourd'hui, il y a un actionnaire solide qui permet de se dire que si la crise, elle passe, et que l'OM se qualifie en Ligue des Champions, on repart pour une belle saison. Alors SB qui nous disait, qui nous parle de Benatia qui vient de démissionner, qui va prendre sa place. Alors, on ne peut peut-être pas te répondre là sans avoir... Je peux absolument pas vous dire... Là, c'est très flou pour l'instant, hein. On n'a pas de... Non, on n'a pas absolument pas vous dire. Là, franchement, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'on a un club où il y a un président qui est quand même un peu fragilisé. Il y a plus de directeur du football. Tous les adjoints, entre guillemets, arrivés avec Mehdi Benatia, soit vont rester, mais seront peut-être un peu en difficulté, soit vont partir aussi dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Il n'y a plus d'entraîneurs, il n'y a plus de staff, il y a quand même pas mal d'incertitudes sur la suite. Il y a un capitaine qui joue avec une otite et c'est quand même assez compliqué. Il y a un bon directeur du centre de formation, il y a une bonne formation, quoi qu'on en dise aussi, parce que ça c'est aussi un truc, c'est que chaque fois on dit que à l'OM la formation est mauvaise, mais c'est pas vrai. C'est juste que les joueurs ne sont jamais utilisés en équipe première, donc finissent par partir. Il y a eu des choix sur la post-formation, faut pas non plus, faut le souligner aussi, à mettre au crédit de Mehdi Benatia et d'Alizarac qui a bien d'autres soucis partis en termes de comportement. Je parlais juste sur la préformation. Voilà, mais en fait on est sur le même niveau, c'est-à-dire que sur les choix sportifs de post-formation, en fait, post-formation,
Robinho Vaz, permettre de gagner de l'argent comme ça à l'OM, ben, c'était un bon coup. Bon, Bacola, ça se discute un peu plus, il aurait peut-être pu rester, il a été vendu moins cher, mais ça reste quand même un bon coup aussi de gagner de l'argent. Après, peut-être qu'il aurait pu être le capitaine de l'OM dans 2 ans. Alizarac, c'est pareil, c'est pareil en pire. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'ennemis en interne, beaucoup d'ennemis en externe. Procédure enclenchée au sein de l'OM pour des accusations de harcèlement moral. Problème avec Jean-Pierre Papin, problème avec des gens au centre, problème un peu partout, problème dans les tribunes, des joueurs qui demandent à ce qu'ils s'en aillent. Voilà, il a quand même pas fait non plus. Il a quand même eu quelques joueurs qui sont venus. Il faut pas. Voilà, il faut savoir raison garder. Les noirs et blancs. Exactement. Ouais. Il y a quand même du positif à son actif, mais on ne peut pas se comporter comme ça dans un club. On ne peut pas avoir des problèmes toutes les semaines dans les tribunes. On ne peut pas avoir des. Quand on représente l'Olympique de Marseille, il faut quand même avoir un peu plus de hauteur. Voilà. Lico qui nous parlait de Balzaretti, quid de Balzaretti, son rôle arrivé comme directeur sportif adjoint. Je ne sais pas aujourd'hui. On n'a pas d'informations. Plutôt le réseau de Benatia ou quand il arrive ou... Plutôt le réseau de Benatia, mais que Longoria connaît aussi. Okay. Parce qu'après, ils ont Benatia ayant été à la Juve, Longoria aussi, ils sont connus à la Juve. On a des anciens directeurs de la Juve derrière les deux. Voilà, on a un Fabio Paratici qui est ancien dirigeant de la Juve, qui a monté une société d'agents aujourd'hui, qui est quand même assez influent auprès des deux. Voilà, il y a des réseaux qui sont communs, donc après c'est comme ça que ça arrive. On nous a parlé de Sherazade. Alors j'ai son nom complet. Sherazade Semsar de Boissesson. Semsar de Boissesson. Voilà, exactement. Je ne l'avais pas. Ouais. Quel est son rôle aujourd'hui? Son rôle, elle est vice-présidente du conseil de surveillance. Elle a le même rôle à l'époque que Barry Cohen, qui était peut-être président lui. Enfin, en fait, elle représente Frank McCourt auprès de l'OM. C'est avec elle qu'il faut discuter et avec Jeff Ingram. Mais c'est avec elle que Pablo Longoria doit rendre des comptes. C'est elle qui fait le lien. C'est elle qui s'occupe aussi auprès de la LFP de tous ces problèmes de droit télé, de gouvernance du football français. C'est elle qui porte ça aussi un petit peu. Il faut être clair, elle n'a pas de compétences sportives pour devenir présidente. Après, peut-être que Frank McCourt décidera de mettre une personne de confiance comme elle à la tête de l'OM, mais ça voudrait dire qu'elle ne s'occupera absolument pas du sportif. Ouais. Voilà, ce serait l'équivalent de Giovanni Ceccolunghi, mais en administratif, parce que Giovanni Ceccolunghi, la suite a montré qu'il était juste là pour faire une transition avec la vente. Mais voilà, ça serait plutôt avoir une personne de confiance comme ça à la tête de l'OM. Aujourd'hui, elle est un peu la personne à qui Pablo Longoria doit référer sur tout. Okay. Quand même, voilà. C'est le lien avec Frank McCourt. Okay. Thierry qui nous demandait si des joueurs auraient lâché 2 Herbies. Est-ce qu'on peut considérer que des joueurs ont lâché 2 Herbies, notamment après le match à Paris et la piètre performance? Je m'interroge plus. Moi, je crois qu'il y a des joueurs qui ont lâché la direction et 2 Herbies depuis l'été dernier et depuis Rabiot. Quand on voit la performance, les performances de certains qui étaient proches d'Adrien Rabiot. Moroli, Pierre-Emile Højbjerg. Ouais, après, je ne sais pas, mais ils n'ont pas lâché volontairement. C'est qu'en fait, à un moment, on se met à la place des joueurs. Il y a les joueurs qui ont l'amour de l'OM, puis il y a les joueurs du football actuel en 2025-2026. Les joueurs, bon, c'est pas péjoratif de le dire, mais ce sont des joueurs qui viennent au contrat et puis repartent 2 ans après, 1 an après, 6 mois après, 3 mois après maintenant. Quand ils voient qu'auparavant, on a pu mettre Jordan Verretou dans un loft, qu'on a pu faire ce qu'ils ont fait à Chancel Mbemba. Ils l'ont côtoyé pendant toute l'année quand même, Chancel Mbemba. Des joueurs comme ça, qui du jour au lendemain se retrouvent déclarés persona non grata, ça devient des parias. Ils se disent quand même, bon, ok, mais ça c'était eux, mais nous, il y a Adrien Rabiot, c'est costaud, c'est notre leader, on a pris un joueur de classe internationale comme lui, on a Greenwood, on a Rabiot, on a Højbjerg. Ça tournait quand même la saison passée. Quand on se dit, enfin, je veux dire, quand Adrien Rabiot fait une interview dans la Provence le 9 août, en se présentant un peu comme le leader de les objectifs, l'année, enfin, on se dit, enfin, l'OM a réussi à trouver de la stabilité. Les joueurs aussi. Et une semaine après, on le sort pour une histoire fallacieuse. On se dit, bon, ça peut m'arriver à moi aussi. Donc, forcément, même si c'est pas volontaire, on va peut-être un peu se poser des questions, lâcher. Mais qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui pour un Pavard dont il sait très bien qu'il va pas rester la saison prochaine? Qu'est-ce que vous voulez faire d'un Vermieren qui a bien compris qu'il ne joue plus parce qu'il va pas rester la saison prochaine? Qu'est-ce que vous voulez faire avec tous ces joueurs-là aujourd'hui? Un Murillo quand même qui était là depuis 2 ans et demi.
sur qui l'OM compte, qui joue, et du jour au lendemain, on lui tourne le dos, on lui fait comprendre, bon, tu pars en réserve ou tu t'en vas, et tu t'en vas. C'est pas évident pour eux, la situation à gérer, et disons que c'est un peu mensonge et trahison. Mais c'est le football, après, voilà, c'est le football, mais c'est décuplé, ça a été décuplé avec De Zerbi et Benassia. Justement, tu parlais de Rabiot, alors tu en as parlé un petit peu au début pour ceux qui étaient pas encore là. Je sais plus qui, j'ai perdu ton message et ton pseudo qui disait c'est le point de départ de la saison. C'est le point de départ de la saison. On a une saison qui a tout pour être belle. On a l'OM qui est qualifié directement en Ligue des Champions. On a un recrutement qui ma foi, semble. C'est judicieux d'aller prendre Angel Gomez. Bon, au final, ils l'ont pris libre, il repart et il gagne de l'argent. Egan Riley, c'est un pari, on se dit c'est pas mal. Timothy Weah arrive sur. Quand même, il faut se rappeler que Timothy Weah a appelé Adrien Rabiot pour qu'il lui présente un peu le contexte à Marseille. Au final, Timothy Weah, super saison. Sort pas mal, saison. Bon, on se dit quand même, le projet, il est cohérent, ils vont renforcer. On savait qu'il y avait des manques derrière. Medina, on dit que c'est pas mal. L'équipe au milieu de terrain, elle tourne. Aubameyang, c'est pas mal pour compléter avec Guiri. Et on se dit, l'équipe, elle est cohérente. On est sur le projet de stabilité de 3 ans. On a un entraîneur que les supporters aiment bien, même si ils sont un peu déçus. C'est pas l'extase absolue, le De Zerbi Ball, mais ils se disent que la deuxième année, ça va être bien. Et en fait, le joueur phare, le joueur qui doit porter le projet, qui est le symbole du projet, c'est pas comme s'il était parti parce qu'il y avait une grosse offre. Il est chassé de l'OM. Voilà, il est chassé de l'OM pour une raison inexplicable. Je veux dire, ce matin, moi, j'ai écrit... c'est pour une histoire de prolongation de contrat, mais oui, moi je crois que c'est ça, mais je suis sûr que c'est ça, mais aujourd'hui on m'a dit que finalement c'était pas que ça. Donc, vous voyez, c'est incompréhensible. Ouais. C'est incompréhensible. Je comprends pas comment on peut se faire harakiri à ce point. C'est à croire, c'est la culture de se mettre le feu tout seul. Voilà. Ouais. Je crois qu'on va conclure là-dessus. On a évoqué pas mal de sujets. Il n'y a rien de nouveau qui est tombé. Non, rien de nouveau qui est tombé. On n'a toujours pas pas d'entraîneur. Non, voilà. Toujours pas de directeur sportif. On espère juste que ça va s'arranger. Et un président qui est toujours là, parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent la question. Non, mais il y a un président qui est toujours là. Après, il y a un président qui est toujours là et qui a des ressources insoupçonnées dans ce genre de situation. On l'a vu quand même en 2023. Beaucoup de crises. Il s'est sorti d'une crise quand même dont on pensait qu'il ne survivrait pas à celle-là, il ne survivrait pas à son poste à celle-là. Il s'en est sorti. À voir maintenant, la situation est un peu plus compliquée quand même. Hein. Même s'il avait déjà les supporters ados à l'époque. Mais là, la situation est un peu plus compliquée parce qu'il est fatigué, parce qu'il est usé, parce qu'il est un peu sous tutelle quand même depuis l'histoire d'Auxerre, quand même, parce qu'il s'est ridiculisé à Auxerre, et je veux dire, il faut employer les termes, il s'est ridiculisé l'année dernière à Auxerre, il s'est mis tout le football français à dos, il a quand même pas été sanctionné très lourdement par rapport à ce qu'il a dit devant une caméra, par rapport au football français. Ils sont là en train de monter d'écrire des tribunes pour changer la gouvernance du football français, mais si on regarde la gouvernance de l'OM, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est pareil, il faut prendre un peu de hauteur, il faut peut-être se concentrer sur l'Olympique de Marseille là. Et alors oui, ils diront que pour l'OM, il faut que la gouvernance du football français change par rapport au droit TV. Mais enfin bon, je veux dire aujourd'hui, la situation en ce lundi 16 février, c'est qu'on n'a pas de Abandon sur le banc, qu'on n'a plus de directeur du football, qu'on a un président sur la sellette, totalement fragilisé, un actionnaire qui ne parle pas, et que c'est Pancho Abandonado le seul courageux qui assume ses responsabilités, qui sont celles normalement d'un simple adjoint, qui prépare les préparateurs des joueurs. Voilà. Et les coups de pied arrêtés qu'il faisait. Voilà. Allez, c'est fini pour ce live. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez le replay sur notre site internet et des extraits sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite quand la situation évoluera. En tout cas, au moins... Alors, attends, juste, si je me permets une minute. Je lis la Provence. Je voulais pas les lire. Il y en a beaucoup. Tu as répondu tout à l'heure. La Provence a une part de responsabilité dans ce désastre. J'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi, en fait. Non, mais j'aimerais bien qu'on nous explique en quoi on a une part de responsabilité d'avoir expliqué il y a un mois et demi, par exemple, que l'entente n'était plus tout à fait cordiale entre Benassia et Longoria. Il se trouve qu'aujourd'hui, le résultat, il est là. C'est quand même pas notre faute. J'en profite pour faire un petit aparté. On préférait écrire que tout va bien, on préférait écrire que l'OM est qualifié en Ligue des Champions, on préférait écrire qu'on est à Madrid pour le remake de septembre et que cette fois l'OM va faire un bon résultat, mais on préférait tout ça. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qui se passe.
Voilà, ce n'est pas ce qui se passe à l'OM. On aurait préféré que Roberto De Zerbi reste et qu'on ait un projet sur 3 ans avec un beau jeu, de beaux buts. On préférerait avoir... Il y a des choses qui vont bien à l'OM, il y a des choses qui vont mal à l'OM. On est là pour dire ce qui va bien et ce qui va mal. On n'est pas... c'est tout un débat, le rôle de la presse locale. Nous, on est journalistes, on n'est pas propagandistes, comme beaucoup le sont sur les réseaux sociaux. Et en fait, on fait notre travail de journaliste, comme tous les médias font leur travail de journaliste. Voilà, c'était une aparté. C'est pas la faute de la Provence, c'est pas la faute des médias, c'est pas la faute de tel ou tel média, c'est pas la faute de tel ou tel consultant sur RMC. Non, puis on voit que ça va pas si bien que ça. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire il y a 2 mois. C'est exactement ça. Si l'OM allait bien, il prendrait de la hauteur et puis se dirait bon, continue à travailler. C'est dans les tempêtes qu'on voit qui sont les plus forts. Et en fait, le résultat, c'est que dans la tempête, on a un directeur de football qui est parti et un entraîneur qui est parti. C'est quand même que ça va pas très bien. Je suis désolé de le dire. Alors je crois que c'était Hervé. Tu as ta réponse. Joli parce qu'on est censé s'attaquer sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, c'est le principe des réseaux sociaux des fois, mais quand même, faut savoir raison garder. Nous, la Provence, on est là, on fait notre travail d'information. Les informations, écoutez, on les a données mardi. On a annoncé que Mehdi Benassia avait proposé sa démission. On a quand même annoncé que ça allait mal entre Mehdi Benassia et Pablo Longoria. On a quand même annoncé que Leonardo Balerdi avait diminué à Paris. On donne des informations. Évidemment que ce ne sont pas des informations qui plaisent aux supporters qui ont envie que ça aille bien à l'OM. Mais malheureusement, on préférerait donner l'information que Pablo Longoria a doublé la prime après une victoire contre Paris au Parc des Princes. On aurait préféré. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Bon. Vous avez votre réponse. En tout cas, continuez à nous suivre pour avoir des informations. Comme tu disais, Alex. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en live dans la semaine si la situation évolue. Et sinon, vendredi soir, avant Brest-OM en direct de Brest. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Et merci à Mathias derrière la caméra.